Alors que je m'occupais de ma fille qui suivait une chimiothérapie, j'ai reçu un appel de ma famille, en larmes, me disant « Nous avons besoin de toi ici. C'est urgent. » Je me suis précipitée vers eux, paniquée, pour me retrouver devant une maison inconnue. C'est alors que ma mère a souri. « Comment trouves-tu cette maison ? C'est pour ta sœur. » Mon père a ajouté « Nous aurons besoin de 135 000 $, alors fais le virement maintenant pour qu'on puisse lui offrir en surprise. Elle vient de se marier. » J'ai crié « Vous m'avez fait venir ici pour ça ? Ma fille se bat pour sa vie, et cet argent est pour son opération. » Ma mère m'a giflé violemment et a hurlé « Elle n'est qu'un gaspillage d'argent. Ta sœur en a besoin pour son nouveau départ. » Ils m'ont attrapé et ne m'ont pas laissé partir. Mon frère a commencé à me jeter des pierres. Ma sœur s'est jointe à lui. Mon père me tenait les bras. Quand j'ai appelé le 911, ils ont menti à la police en disant que j'avais simplement trébuché. Mais ce que j'ai fait ensuite avec le téléphone. Le téléphone a sonné à 2h47 du matin. Je me suis réveillée en sursaut sur le fauteuil de l'hôpital à côté du lit de Chloé, le cou endolori d'avoir dormi dans une position inconfortable. La petite main de ma fille était toujours serrée dans la mienne, ses perfusions serpentant jusqu'à la poche de produits chimiques qui déversaient du poison dans ses veines pour tuer la leucémie qui tentait de me l'arracher. « Allô » ai-je murmuré, en essayant de ne pas la réveiller. La voix de ma mère, frénétique et sanglotante, est parvenue à mon oreille. « Nathalie, tu dois venir tout de suite. C'est une urgence. Ton père. Il lui est arrivé quelque chose. Nous sommes au 4782 Elmwood Drive. S'il te plaît, dépêche-toi. » Mon cœur s'est arrêté. Papa s'était plaint de douleurs à la poitrine la semaine dernière. Avait-il eu une crise cardiaque ? J'ai regardé Chloé, qui dormait d'un sommeil agité sous la fine couverture de l'hôpital, son visage de 7 ans pâle et décharné par 3 mois de chimiothérapie. L'infirmière de nuit, Kelly, est apparue dans l'embrasure de la porte. « Tout va bien ? Urgence familiale. Je dois partir pour peut-être 1 heure. Pouvez-vous garder un œil sur elle ? Bien sûr. Allez-y. Elle sera en sécurité avec moi. » J'ai embrassé le front de Chloé, attrapé mon sac à main et couru jusqu'à ma voiture. L'adresse que maman m'avait donnée n'était pas leur maison. Ce n'était nulle part que je connaissais. Je l'ai entré dans mon GPS et j'ai traversé les rues désertes, mon esprit s'emballant avec les pires scénarios. Quand je suis arrivé à l'adresse 20 minutes plus tard, j'ai trouvé une charmante maison coloniale de 2 étages avec un porche enveloppant et un jardin paysagé professionnellement. Des lumières brillaient à chaque fenêtre. La voiture de mes parents était garée dans l'allée, à côté du camion de mon frère Cameron et du SUV de ma sœur Paige. La confusion a remplacé la panique alors que je m'approchais de la porte d'entrée. Si c'était une urgence, pourquoi toutes les lumières étaient-elles allumées ? Pourquoi tout le monde était-il là ? La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. Maman se tenait là, rayonnante, sans la moindre trace de larmes ou de détresse sur son visage parfaitement maquillé. « Nathalie, enfin. Entre, entre. » « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Tu as dit que papa. »« Regarde cet endroit, » a-t-elle dit en désignant d'un geste ample le hall d'entrée au sol en marbre, le lustre en cristal, l'escalier majestueux. « N'est-ce pas magnifique ? Qu'en penses-tu ? » Mon père est sorti de ce qui ressemblait à une cuisine de chef, souriant comme un enfant le matin de Noël. « Magnifique, n'est-ce pas ? 4 chambres, 3 salles de bain et demi. Tout a été rénové. Ta sœur va adorer. » Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante. Vous m'avez fait venir ici à 3 heures du matin, vous m'avez dit que c'était une urgence, vous m'avez fait quitter ma fille qui suit une chimiothérapie. Pour une visite de maison ? Paige est apparue depuis le salon, le bras enlacé à celui de son nouveau mari, Justine. Elle s'était mariée 2 semaines auparavant lors d'un mariage à Hawaï auquel je n'avais pas pu assister car Chloé avait été hospitalisée pour une infection due à son système immunitaire affaibli. « Ce n'est pas juste une visite, » a dit Paige, sa voix mielleuse. « C'est notre cadeau de mariage. Maman et papa nous achètent cette maison. » « C'est merveilleux, ai-je dit d'un ton plat. Je retourne à l'hôpital.
Attends. La main de mon père s'est posée sur mon épaule, m'arrêtant. Nous avons besoin de ta contribution. Ma quoi? La maison coûte 450 000 $, a-t-il expliqué comme si c'était parfaitement raisonnable. Nous mettons 315 000 $. Nous avons besoin que tu contribues à hauteur de 135 000 $ pour le reste de l'acompte afin que nous puissions finaliser la vente demain et faire la surprise à Paige. J'ai eu le souffle coupé. 135 000 $. La somme exacte que j'avais économisée pour l'opération à venir de Chloé. Une procédure spécialisée dans un centre de cancérologie à Boston que notre assurance ne couvrait pas entièrement. De l'argent que j'avais péniblement rassemblé grâce à mes économies, à la vente de notre deuxième voiture et à un petit héritage de ma grand-mère décédée. Êtes-vous devenu fou? Ma voix est sortie étranglée. Je n'ai pas ce genre d'argent à donner comme ça. Et même si je l'avais, ma fille a besoin d'une opération le mois prochain. Un traitement spécialisé qui pourrait lui sauver la vie. L'expression de maman s'est durcie. Les traitements de Chloé sont couverts par l'assurance. Pas celui-ci. Pas entièrement. Nous avons besoin de cet argent. J'ai besoin de cet argent. Chloé en a besoin. Tu es égoïste, a lancé Paige. C'est mon cadeau de mariage. C'est censé être mon moment spécial. Mais non, il faut toujours que tout tourne autour de Chloé et de son cancer. Elle a 7 ans et se bat contre la leucémie. Et moi, je viens de me marier et j'ai besoin d'une maison, a crié Paige en retour. Tu ramènes toujours tout à ton enfant malade. Certains d'entre nous ont aussi une vie et un avenir. Ma mère s'est avancée, le visage tordu de mépris. Ta grand-mère t'a laissé cet argent pour aider la famille. La famille de Paige. Elle a besoin d'un foyer convenable pour commencer son mariage. Fais le virement, Nathalie. Non. Le mot est sorti fermement malgré mes mains tremblantes. Cet argent est pour l'opération de Chloé. Grand-mère Joanne aurait voulu qu'il soit utilisé pour sauver la vie de son arrière-petite-fille, pas pour acheter à Paige une maison dont elle n'a pas besoin. La gifle est partie sans prévenir. La paume de ma mère a heurté ma joue si fort que ma vision est devenue blanche pendant une seconde. Elle est un gaspillage d'argent. Tous ces traitements, toute cette souffrance, et pourquoi? Elle va probablement mourir de toute façon. Ta sœur a besoin de ça pour son nouveau départ. Une rage brûlante et écrasante m'a envahi. Laissez-moi tranquille, vous tous. Je m'en vais. Je me suis tournée vers la porte, mais mon père m'a attrapé le bras, sa poigne me faisant mal. Tu ne vas nulle part tant que tu n'auras pas viré l'argent. Lâche-moi. Cameron est apparu, bloquant la sortie. Mon petit frère, que j'avais aidé à payer ses études quand il n'obtenait pas assez d'aide financière, que j'avais laissé vivre chez moi sans loyer pendant 6 mois après sa dernière rupture. Il s'est baissé et a ramassé une pierre décorative d'un pot de fleurs près de la porte. Donne-leur juste l'argent, Nat, a-t-il dit en faisant passer la pierre d'une main à l'autre. Arrête de faire ton drame. Je dois retourner à l'hôpital. Ma fille a besoin de moi. Laissez-moi partir. Fais le virement d'abord. Cameron a lancé la pierre. Elle a heurté mon épaule avec une douleur vive et sèche. J'ai reculé en titubant. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Paige a attrapé une autre pierre du parterre à l'extérieur. Tu te crois toujours meilleur que nous. Tu agis toujours comme si tes problèmes étaient plus importants que ceux de tout le monde. Elle me l'a lancé. Elle a frappé mon bras et j'ai senti quelque chose de chaud couler. Du sang, là où le bord tranchant m'avait coupé. Arrêtez. Vous m'agressez. J'ai cherché mon téléphone à tâtons, réussissant à composer le 911 tout en esquivant une autre pierre de Cameron. 911, quelle est votre urgence? Je suis retenu contre ma volonté et agressé au 4782 Elmwood Drive. S'il vous plaît, envoyez. Mon père m'a arraché le téléphone des mains et a mis fin à l'appel. Bien essayé. En quelques minutes, des sirènes ont retenti à l'extérieur. 2 policiers sont apparus à la porte, les mains sur leurs armes. Nous avons reçu un appel du 911 depuis cette adresse. Que se passe-t-il? Officier, Dieu soit loué, a dit maman doucement, son ton ayant complètement changé,
maternel et inquiet. Notre fille est venue nous rendre visite et elle a trébuché sur le perron. Nous pensons qu'elle s'est peut-être cogné la tête. Elle agit de manière confuse. Ce n'est pas vrai. J'ai essayé de m'avancer, mais la poigne de mon père sur mon bras s'est resserrée. Ils m'ont fait venir ici sous de faux prétextes, m'ont demandé de leur donner de l'argent, et quand j'ai refusé, ils m'ont attaqué. Regardez, je saigne. J'ai levé mon bras là où la pierre de pêche m'avait coupé. Les officiers ont échangé un regard. Elle est tombée, a insisté Page, des larmes montant dans ses yeux avec une facilité étudiée. Elle a heurté le pot de fleurs. Nous essayons de l'aider. Madame, avez-vous besoin de soins médicaux, m'a demandé un des officiers. Non, je veux partir et je veux qu'il soit accusé d'agression et de séquestration. L'autre officier avait l'air sceptique. Séquestration ? Vous êtes là, à nous parler. Personne ne vous retient. Réflexion de Teddy. Non, celle-ci est vraiment plus percutante. Je ne pense même plus à une simple histoire. Ça semble carrément diabolique. Le moment où il mente pour la faire venir alors que sa fille est littéralement en chimio. Oui, c'est déjà impardonnable. Mais ensuite, demander l'argent exact de l'opération, ce n'est pas égoïste, c'est carrément inhumain. Et la gifle, oui, ça a été le point de bascule pour moi. Après ça, tout ce qu'ils font semble juste dégoûtant. Pas même dramatique, juste laid. Honnêtement, je suis plus en colère contre les flics dans la dernière partie, parce que c'est tellement évident que quelque chose ne va pas, et ils restent là à gober leur jeu d'acteur calme. Celle-ci touche émotionnellement bien mieux que les autres. Elle ne semble pas répétitive. Ça ne fait qu'empirer d'une manière qui vous met mal à l'aise, pas qui vous ennuie. Mon père avait relâché mon bras quand la police était arrivée. Il n'y avait pas encore d'échymose visible. Les coupures des pierres auraient pu provenir d'une chute. C'était ma parole contre la leur, à 4 contre 1, et ils jouaient tout leur rôle à la perfection. Elle est sous beaucoup de stress, a dit mon père aux officiers, sa voix lourde d'une fausse sympathie. Sa fille a un cancer. Elle ne réfléchit pas clairement. Nous l'avons invitée pour lui montrer quelque chose de joli, en espérant lui remonter le moral. Et elle a eu un accident. Je veux partir, ai-je dit clairement. Tout de suite. Vous êtes libre de partir, madame, a dit le premier officier. Voulez-vous que nous appelions quelqu'un pour vous reconduire ? Je peux conduire moi-même. J'ai marché jusqu'à ma voiture sur des jambes tremblantes, les officiers me regardant pour s'assurer que je partais en toute sécurité. En m'éloignant, je les ai vus parler à ma famille sur le porche, tous hochant la tête sérieusement, probablement en train de tisser d'autres mensonges sur mon état mental. De retour à l'hôpital, Chloé dormait toujours. Kelly a levé les yeux de ses papiers. Tout va bien avec votre famille ? Non, ai-je dit honnêtement, mais ça va s'arranger. J'ai passé le reste de la nuit assise à côté du lit de Chloé, l'esprit en ébullition. Ils avaient menti à la police, m'avaient fait passer pour instable, s'en étaient sortis avec une agression parce qu'ils étaient plus nombreux et savaient comment jouer la crédibilité. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient oublié quel était mon métier. J'étais expert comptable judiciaire. J'enquêtais sur les crimes financiers, je traçais les flux d'argent, je découvrais les fraudes. Je savais comment tout documenter. Comment monter des dossiers en béton, comment trouver la saleté que les gens pensaient avoir bien enterrée. Au cours de la semaine suivante, pendant que Chloé subissait sa nouvelle série de chimiothérapie, j'ai lancé ma propre enquête. J'ai commencé par les bases, les archives publiques, les réseaux sociaux, les bases de données financières auxquelles j'avais un accès légitime par mon travail. Ma première cible était mon père. Son entreprise de construction, Wallace & son building contractor, avait toujours projeté une image de succès modeste. Mais les archives publiques racontaient une autre histoire. Il devait des arriérés d'impôts à l'IRS, près de 80 000 $ accumulés sur 5 ans. Le plan de paiement qu'il suivait couvrait à peine les intérêts. En fouillant plus profondément dans ses déclarations d'entreprise, j'ai trouvé des irrégularités qui ont fait frémir mon instinct de comptable judiciaire. Des dépenses de véhicules personnels déclarées comme frais professionnels. Des vacances familiales passées en frais de déplacement.
Des rénovations de maisons déguisées en amélioration de bureaux. Le genre de petite fraude fiscale que les gens pensent pouvoir commettre sans se faire prendre, jusqu'à ce que quelqu'un y regarde de plus près. J'ai tout documenté, en croisant ses déclarations de revenus avec ses dépenses réelles de style de vie, visibles sur les réseaux sociaux et dans les archives publiques. Les divergences étaient accablantes. Il avait systématiquement sous-déclaré ses revenus tout en surdéclarant ses déductions depuis au moins une décennie. Le passé de ma mère était tout aussi révélateur. 3 ans auparavant, elle avait dirigé une garderie à domicile non agréé, prenant de l'argent de parents désespérés qui avaient besoin de garde d'enfants abordables. Quelqu'un l'avait dénoncée, et elle avait fait face à des accusations pour avoir opéré sans les permis, assurance ou inspection de sécurité appropriée. Elle avait réglé l'affaire, payé une amende et promis de cesser ses activités. Mais selon ses publications sur les réseaux sociaux et les rumeurs de voisinage que j'ai trouvées via des groupes communautaires en ligne, elle gardait encore occasionnellement des enfants contre de l'argent. Rien d'assez régulier pour attirer l'attention, juste quelques enfants ici et là quand les parents étaient dans le pétrin. Toujours illégal, toujours une violation des termes de son accord. Cameron avait des dettes de prêts étudiants sur lesquels il était en défaut de paiement. Son crédit était détruit. Il avait également été arrêté 2 fois pour conduite en état d'ivresse, bien qu'il ait réussi à faire réduire les charges grâce à des plaidoyers de culpabilité. Paige était la plus intéressante. Son nouveau mari, Justin, travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques, et mes premières recherches suggéraient qu'ils vivaient bien au-dessus de leurs moyens. Plusieurs cartes de crédit au maximum, des paiements de voitures qu'ils ne pouvaient pas se permettre, un mariage à destination qui avait coûté plus de 60 000 $, la plupart financés. Mais il y avait plus. Les réseaux sociaux de Justin montraient un schéma de voyage coûteux, d'achat de créateurs, d'expériences de luxe, tout cela alors que son revenu déclaré n'aurait pas dû permettre ce style de vie. Cette divergence signifiait soit un revenu non déclaré, soit une fraude. J'ai creusé plus profondément dans l'entreprise de Justin. Les représentants pharmaceutiques s'engageaient parfois dans des systèmes de pots de vin, offrant des incitations aux médecins pour qu'ils prescrivent certains médicaments. C'était illégal, mais ça arrivait. Et si je pouvais trouver des preuves que Justin était impliqué dans quelque chose comme ça, je pourrais le signaler à son employeur et potentiellement aux autorités fédérales. La percée est venue des réseaux sociaux. Justin n'était pas prudent avec son empreinte numérique. Il publiait des photos de dîners coûteux avec des médecins, de parties de golf dans des clubs exclusifs, de billets pour des événements sportifs à guichet fermé. Chaque photo était géolocalisée, datée, facilement recoupable avec son calendrier de travail qu'il avait bêtement rendu semi-public sur LinkedIn. J'ai comparé ces sorties avec les données de prescription qui étaient publiquement disponibles via les rapports de transparence de Medicare. Les médecins que Justin courtisait montraient des augmentations spectaculaires de prescription des médicaments de son entreprise. Des médicaments qui avaient des alternatives moins chères, des médicaments dont les patients n'avaient pas nécessairement besoin. Puis j'ai trouvé la preuve irréfutable, des transactions Venmo. Justin avait été négligent, utilisant Venmo pour envoyer de l'argent à plusieurs médecins avec des descriptions comme « frais de consultation » et « honoraires de conférencier ». Mais ce n'étaient pas des arrangements de consultation légitimes. Les montants étaient constants, réguliers et correspondaient parfaitement aux augmentations de prescription. J'ai passé chaque moment libre à rechercher, documenter, construire mon dossier. L'horaire de chimiothérapie de Chloé me donnait beaucoup de temps, assise dans des chambres d'hôpital avec mon ordinateur portable pendant qu'elle dormait. 2 semaines après l'incident de la maison, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Nathalie, je dois te parler de ce qui s'est passé. Tu veux dire quand vous m'avez agressé et avez essayé d'extorquer l'argent destiné à l'opération de ta petite fille mourante? Ne sois pas dramatique. Nous essayons d'aider Paige. En m'attaquant? Tu as trébuché. La police était d'accord. Y a-t-il une raison pour laquelle tu as appelé, maman? La vente de la maison est tombée à l'eau. Nous avons besoin de cet argent de ta part pour que ça marche. Paige est dévastée. J'ai ri, d'un rire froid et amer. Vous n'aurez pas un centime de ma part. Jamais. Pour rien. Tu es égoïste et cruel.
Ta sœur mérite. Ma sœur mérite exactement ce qu'elle va obtenir. Dis à papa de vérifier son courrier. Il va bientôt recevoir des documents intéressants de l'IRS. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, car j'avais fait quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. J'avais dénoncé mon père à l'IRS pour d'autres irrégularités fiscales que j'avais découvertes dans les dossiers de son entreprise. Il avait sous-déclaré ses revenus pendant des années, déclaré des dépenses personnelles comme des frais professionnels, s'engageant dans le genre de petites fraudes fiscales qui entraînaient de graves conséquences. L'avis de contrôle fiscal de l'IRS est arrivé chez lui 3 jours plus tard. Je le savais parce que Cameron m'a appelé en hurlant que j'avais tout gâché, que papa allait perdre son entreprise. Comment pouvais-je trahir ma famille comme ça? Tu m'as jeté des pierres, lui ai-je rappelé calmement, pendant que ma fille était à l'hôpital pour sa chimiothérapie. La loyauté familiale est morte cette nuit-là. J'ai raccroché sur lui aussi. Ensuite, j'ai déposé une plainte officielle auprès de la commission des licences de l'État concernant la garderie non agréée de ma mère. J'ai fourni des preuves qu'elle gardait encore occasionnellement les enfants des voisins contre de l'argent, opérant toujours sans les permis appropriés. L'amende serait substantielle, peut-être même des accusations criminelles s'il découvrait qu'elle avait violé les termes de sa probation de son accord précédent. Pour Cameron, j'ai contacté le service de pré-gérance et prêts étudiants en défaut et leur ai fourni des preuves de revenus qu'il n'avait pas déclarées. Il pouvait maintenant saisir son salaire, sachant où il travaillait et combien il gagnait. Mais Paige et Justine, ils étaient spéciaux. J'avais trouvé ce que je cherchais. Justine dirigeait un système de pots de vin avec plusieurs médecins, leur offrant des paiements en espèces et des cadeaux coûteux en échange de la prescription des médicaments de son entreprise à des patients qui n'en avaient pas nécessairement besoin. J'ai trouvé la trace écrite, des transactions Venmo dont il n'avait pas été prudent, des relevés de cartes de crédit montrant des achats qui correspondaient à des rendez-vous chez le médecin, et même des captures d'écran de SMS qu'il avait postés qui révélaient les arrangements. J'ai compilé le tout dans un rapport complet et l'ai envoyé à 3 endroits, l'employeur de Justine, le Conseil de l'Ordre des médecins de l'État, et la division de la fraude aux soins de santé du FBI. La réponse a été rapide et dévastatrice. Justine a été licenciée en 48 heures. Son employeur a lancé une enquête interne qui a révélé encore plus de violations. Le Conseil de l'Ordre des médecins a ouvert des dossiers contre les médecins qu'il avait soudoyés. Et le FBI. Eh bien, la fraude aux soins de santé était un crime fédéral passible d'une lourde peine de prison. Paige m'a appelé en pleurant, me suppliant de tout arranger, de dire aux autorités que tout était une erreur. Je l'ai écouté sangloter pendant exactement 30 secondes avant de parler. Tu es resté là et tu m'as jeté des pierres. Tu m'as dit que le cancer de ma fille ramenait toujours tout à elle. Tu as exigé l'argent destiné à lui sauver la vie pour que tu puisses avoir une maison dont tu n'as pas besoin. Pensais-tu vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences? Je ne savais pas que Justine faisait quelque chose d'illégal. Alors tu n'aurais pas dû épouser quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens grâce à la fraude. Pas mon problème. S'il te plaît, Nathalie, nous allons tout perdre. Nous ne pouvons pas nous payer des avocats pour ça. Bien. Perdez tout. Alors vous comprendrez ce que c'est que d'être désespéré et de voir sa famille se retourner contre vous. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué tous leurs numéros. Au cours des 6 mois suivants, j'ai regardé de loin tout s'effondrer pour eux. L'entreprise de papa s'est écroulée sous le poids des pénalités de l'IRS et des arriérés d'impôts. Il a fini par déclarer faillite. Maman a été condamnée à une amende de 15 000 $ et placée sous surveillance judiciaire pour les violations de sa garderie non agréée. Le contrôle de l'IRS avait été minutieux et impitoyable. Une fois qu'ils ont commencé à chercher, ils ont trouvé tout ce que j'avais documenté et plus encore. Des années de déductions frauduleuses, de revenus en espèces non déclarés, de fausses déclarations de frais professionnels. Les pénalités seules dépassaient ce qu'ils devaient en arriérés d'impôts. Ses comptes professionnels ont été gelés. Son équipement a été saisi pour régler ses dettes. J'ai appris par les publications rageuses de Cameron sur les réseaux sociaux que papa avait essayé d'emprunter de l'argent à tout le monde, anciens amis, parents éloignés, vieux contacts professionnels. Tout le monde a refusé une fois qu'ils ont entendu parler des accusations de fraude fiscale.
Sa réputation dans le secteur de la construction était détruite. Personne ne voulait l'embaucher. Personne ne voulait travailler avec lui. Personne ne voulait le toucher. La situation de maman a aussi rapidement dégénéré. La commission des licences de l'État ne s'est pas contentée de lui infliger une amende. Ils ont ouvert une enquête complète sur ses violations antérieures. Il s'est avéré que plusieurs parents de sa garderie non agréée avaient déposé des plaintes concernant des conditions dangereuses, des plaintes qui avaient été discrètement réglées. Avec la réapparition de ces plaintes et de nouvelles preuves de violation continue, elle risquait des accusations criminelles pour mise en danger d'enfants. Elle a évité la prison en acceptant un plaidoyer de culpabilité qui comprenait une probation, des travaux d'intérêt général et une interdiction permanente de tout travail de garde d'enfants. L'expérience l'a vieilli de 10 ans du jour au lendemain. Son statut social, chose qu'elle chérissait plus que tout, a été anéanti. Le salaire de Cameron a été saisi au point qu'il pouvait à peine payer son loyer. Il a dû retourner vivre chez nos parents, qui ne pouvaient plus se permettre leur maison et ont dû déménager dans un petit appartement. Justine a été mis en examen pour fraude fédérale. Paige a dû trouver un travail de serveuse pour payer leurs factures juridiques croissantes. Ils ont perdu leur voiture, leur appartement, tout ce qu'ils avaient financé à crédit et qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Et Chloé, elle a eu son opération à Boston. La procédure spécialisée que notre assurance couvrait à peine, mais que nous pouvions nous permettre grâce à l'argent que j'avais refusé de donner. L'opération qui lui a donné la meilleure chance possible de survie à long terme. Réflexion de Teddy. Non, cette partie se connecte parfaitement, mais le ton change radicalement, et c'est une bonne chose. Au début, j'étais juste en colère, une rage pure face à la bassesse de la famille. Mais maintenant, c'est froid, contrôlé, calculé. Elle n'a pas explosé. Elle a attendu et les a démantelés pièce par pièce. Et honnêtement, c'est ça qui frappe. Ce n'est pas une vengeance bruyante. C'est une destruction silencieuse. Dès que tu as dit qu'elle était expert comptable judiciaire, je savais que c'était fini pour eux. Le plus fou, c'est que rien ne semble forcé. Ils lui ont littéralement donné tout ce dont elle avait besoin. Ils ont menti, l'ont attaqué, ont essayé de prendre l'argent de survie de son enfant. Alors quand tout s'effondre, ça ne ressemble plus à de la vengeance, mais plutôt à des conséquences qui finissent par les rattraper. La procédure a été un succès. Son cancer est entré en rémission. Elle avait encore des années de suivi devant elle, des scanners et des analyses de sang réguliers, la peur constante que ça puisse revenir. Mais elle était en vie, elle riait, jouait, ses cheveux commençaient à repousser en douces boucles blondes. Nous étions à l'hôpital pour un rendez-vous de suivi quand mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Nathalie. La voix de mon père était creuse, défaite. J'ai besoin de te parler. Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, écoute. Nous avons tout perdu. Ta mère et moi vivons dans un 2 pièces. Cameron est noyé sous les dettes. Le mari de Paige va probablement en prison. Toute notre famille est détruite. Vous l'avez détruite vous-même. Nous avons fait une erreur. Nous n'aurions pas dû te faire pression pour l'argent. Mais ce que tu as fait, nous dénoncer, tout déterrer, ruiner nos vies. C'est trop. C'est cruel. J'ai regardé Chloé assise dans la salle d'examen, coloriant un dessin pour son oncologue. Vivante parce que j'avais protégé l'argent destiné à la sauver. Épanouie parce que je l'avais mise en premier quand ma famille exigeait que je l'abandonne pour leur cupidité. Tu sais ce qui est cruel, papa ? Appeler une mère au milieu de la nuit. Lui faire croire qu'il y a une urgence. L'attirer loin de son enfant qui lutte contre le cancer. Puis exiger l'argent destiné à l'opération vitale de cet enfant. Tu sais ce qui est cruel ? Jeter des pierres à sa fille. La gifler, lui dire que son enfant est un gaspillage d'argent. Nous étions désespérés. J'étais désespérée. Ma fille était mourante et vous avez essayé de voler l'argent qui pouvait la sauver. Vous m'avez séquestrée, agressée et vous avez menti à la police. Pensiez-vous que j'allais simplement laisser passer ça ? Pensiez-vous qu'il n'y aurait pas de conséquences ? Sa respiration était saccadée à l'autre bout du fil.
Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça. Détruire toute ta famille, ta propre chair et ton propre sang. Vous avez détruit cette famille quand vous avez choisi le cadeau de mariage de Paige plutôt que la vie de Chloé. Quand vous m'avez jeté des pierres. Quand tu m'as giflé et que tu as traité ma fille mourante de gaspillage d'argent. Chaque chose qui vous est arrivée depuis cette nuit est le résultat direct des choix que vous avez faits. Nous perdons tout. Ta mère pleure toutes les nuits. Cameron ne peut pas se permettre de manger. Le mariage de Paige s'effondre parce que Justine va en prison. C'est ça que tu voulais? Ce que je voulais, c'était que ma fille ait l'opération dont elle avait besoin pour survivre. Ce que je voulais, c'était que ma famille me soutienne pendant la période la plus difficile de ma vie au lieu d'essayer de me voler. Vous ne m'avez donné ni l'un ni l'autre. Alors oui. C'est exactement ce que je voulais, que vous compreniez tous que les actions ont des conséquences. Silence à l'autre bout du fil, puis, doucement, qu'est-ce que tu veux de nous? Rien. Je ne veux plus jamais rien de vous. L'argent que vous avez essayé de voler a payé l'opération de Chloé. Elle est en rémission. Elle est en vie. Et vous ne ferez plus jamais partie de sa vie. Aucun de vous. C'est notre petite fille. Vous l'avez traitée de gaspillage d'argent. Vous avez accordé plus de valeur à une maison qu'à sa vie. Vous n'avez plus le droit d'être ses grands-parents. Vous n'avez plus le droit d'être mes parents. C'est fini. Nathalie, s'il te plaît. J'ai mis fin à l'appel et bloqué le numéro. Chloé a levé les yeux de son coloriage. C'était qui, maman? Personne d'important, ma chérie. Juste quelqu'un qui a fait de mauvais choix et qui doit vivre avec maintenant. Comme quand je mange trop de bonbons et que j'ai mal au ventre. J'ai souri à son innocence, à son incapacité à comprendre la profondeur de la cruauté et de la trahison des adultes. Quelque chose comme ça, mon bébé. 2 ans plus tard, Chloé était toujours en rémission. Nous avions déménagé dans une autre ville pour mon travail, mettant une distance physique entre nous et ma famille. J'ai appris par des connaissances communes que l'entreprise de papa avait fermé définitivement, que maman travaillait dans le commerce de détail pour joindre les deux bouts, que Cameron luttait toujours avec ses dettes. Que Justine avait accepté un plaidoyer de culpabilité et purgeait 3 ans dans une prison fédérale. Le déménagement avait été nécessaire pour plus que la simple distance. Ma réputation en tant qu'expert comptable judiciaire avait en fait grandi après que la nouvelle de ce que j'avais fait se soit répandue. Des entreprises ont commencé à me demander spécifiquement pour des enquêtes sensibles, sachant que j'étais minutieuse, implacable et que je n'avais pas peur de poursuivre des vérités dérangeantes. Ma carrière a prospéré alors même que la vie de ma famille s'effondrait. Chloé s'est magnifiquement adaptée à notre nouvelle ville. Elle s'est facilement fait des amis dans sa nouvelle école, a rejoint le club d'art, a commencé à prendre des leçons de piano. Le traumatisme de son traitement contre le cancer s'est estompé pour devenir quelque chose dont elle se souvenait mais sur lequel elle ne s'attardait pas. Ses médecins étaient étonnés de sa résilience, tant physique qu'émotionnelle. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Ils m'avaient montré qui ils étaient. Des gens qui sacrifieraient la vie d'un enfant pour un gain matériel, qui agresseraient et séquestreraient quelqu'un qui refusait de se plier à leurs exigences, qui mentiraient aux autorités pour couvrir leurs crimes. Tout ce que j'avais fait avait simplement exposé des vérités qu'ils cachaient. La fraude fiscale était réelle. La garderie non agréée était réelle. Le défaut de prêt était réel. Le système de pot de vin de Justine était réel. Je n'avais pas inventé de fausses accusations. J'avais documenté des crimes réels et les avais signalés aux autorités compétentes. Certains pourraient dire que je suis allé trop loin, que détruire la stabilité financière et la liberté de toute ma famille était une vengeance excessive. Mais ces gens n'avaient pas été attirés loin de leur enfant mourant sous de faux prétextes, n'avaient pas été agressés et séquestrés, n'avaient pas vu leur famille choisir la cupidité plutôt que la vie d'une petite fille. J'avais utilisé mes compétences d'expert comptable judiciaire pour protéger ma fille et m'assurer que ces agresseurs subissent les conséquences que la police n'avait pas fournies. Rien de plus, rien de moins. La police avait cru leurs mensonges cette nuit-là, avait accepté leur performance de membres de la famille inquiets face à une femme confuse et blessée.
Mais les mensonges ne pouvaient pas résister à des preuves documentées de crimes financiers, ne pouvaient pas survivre à l'examen d'enquêteurs fédéraux, ne pouvaient pas protéger des gens qui avaient bâti leur vie sur la fraude et la tromperie. J'avais simplement allumé la lumière et laissé les cafards se disperser. Tout ce qui leur est arrivé après ça était de leur propre faute. Les conséquences des choix qu'ils avaient faits bien avant cette nuit-là à la maison. Pour le 10e anniversaire de Chloé, nous avons organisé une fête avec ses amis de l'école. Elle courait dans le jardin, en bonne santé et forte, ses cheveux longs et brillants, aucune trace ne subsistant de l'enfant décharné et malade qu'elle avait été 3 ans plus tôt. Son cancer était toujours en rémission. Son pronostic était excellent. J'avais aussi invité les parents de ses amis, voulant célébrer non seulement l'anniversaire de Chloé, mais aussi cette communauté que nous avions construite dans notre nouvelle ville. Des gens qui nous soutenaient, qui nous avaient envoyé des repas pendant les jours de traitement difficiles, qui avaient offert leur aide de toutes les manières possibles. Une vraie famille, choisie non par le sang, mais par la gentillesse. L'une des mères, Teresa, s'est approchée de moi pendant que les enfants jouaient. Je n'ose pas imaginer ce que vous avez traversé avec le cancer de Chloé. Vous êtes si forte. On fait ce qu'il faut pour ses enfants, ai-je répondu simplement. Votre famille vous a-t-elle aidé à traverser ça? J'ai remarqué que vous ne les mentionnez jamais. Non, ai-je dit en regardant Chloé rire de quelque chose que son ami disait. Ils n'ont pas aidé. Mais nous avons survécu quand même. Elle a hoché la tête, sentant qu'il y avait plus à l'histoire mais respectant ma vie privée. Eh bien, vous nous avez maintenant. Toute cette communauté. Vous n'êtes plus seul. Elle avait raison. Nous n'étions pas seuls. Nous avions un vrai soutien, de vrais amis, une vraie vie bâtie sur l'honnêteté et l'entraide. Tout ce que ma famille de sang ne m'avait jamais fourni. Elle ne saurait jamais à quel point elle avait failli ne pas avoir l'opération dont elle avait besoin. Ne saurait jamais que ses grands-parents, sa tante, son oncle et leur cupidité lui avaient presque tout coûté. Je porterais cette connaissance seule, un fardeau que j'acceptais volontiers. Parfois, tard dans la nuit, après que Chloé se soit endormie, je repensais à ce moment dans la maison. Le choc sur leur visage quand j'ai refusé de donner l'argent. La cruauté désinvolte dans la voix de ma mère quand elle a traité ma fille de gaspillage. La douleur physique des pierres frappant mon corps pendant que mes frères et sœurs les lançaient comme si je n'étais rien. Ces souvenirs m'ont alimenté pendant l'enquête, pendant les longues heures de recherche et de documentation. Chaque preuve que je découvrais était comme une justification. Chaque rapport que je déposais était comme si la justice était rendue, page par page. Les gens qui savaient ce que j'avais fait me demandaient parfois si je le regrettais. Si détruire la vie de ma famille pesait sur ma conscience. La réponse était toujours la même. Pas une seule seconde. Ils avaient essayé de détruire la chance de survie de ma fille. Ils m'avaient agressé, séquestré, avaient menti à mon sujet. Ils avaient accordé plus de valeur à une maison qu'à la vie d'un enfant. Réflexion de Teddy. Bon sang. Oui, cette fin est vraiment réussie. Ce qui frappe, ce n'est même plus la vengeance. C'est son calme à ce sujet. Comme si tout avait déjà brûlé et qu'elle se tenait maintenant dans le silence, sachant qu'elle a fait le bon choix. Cet appel avec le père, c'est le moment où tout se boucle vraiment, parce qu'il ne comprend toujours pas. Il parle de tout perdre et elle lui répond, « Vous m'aviez déjà perdu la nuit où vous avez choisi l'argent plutôt que la vie de mon enfant. » Et j'aime le fait que l'histoire n'essaie pas de l'adoucir. Elle ne pardonne pas, ne se sent pas coupable, ne prétend pas que la famille compte plus que ce qu'ils ont fait. Ça reste cohérent avec tout ce qui précède. Froid, mais mérité. Mais la partie la plus forte, c'est Chloé à la fin. Vivante, heureuse, normale. C'est la vraie récompense. Ça justifie tout ce qui a précédé sans avoir besoin de le dire explicitement. Oui, celle-ci ne semble pas répétitive. Elle semble vraiment terminée. Ce que j'avais fait, c'était simplement m'assurer qu'ils subissent les conséquences appropriées. Des conséquences que le système judiciaire n'avait pas fournies lorsque la police avait cru leurs mensonges. Des conséquences à la mesure de la gravité de leurs crimes. Alors que je la regardais souffler ses bougies d'anniversaire, entourée de gens qui l'aimaient sincèrement, j'ai pensé au choix que j'avais fait cette nuit-là à l'hôpital, me battre, refuser d'être une victime, protéger mon enfant par tous les moyens nécessaires.
Ma famille avait parié que je serais trop effrayée, trop coupable ou trop liée par la loyauté familiale pour riposter. Ils avaient sous-estimé mon amour pour ma fille. Ils avaient sous-estimé mes compétences et mes ressources. Ils avaient sous-estimé ma volonté de couper tous les ponts si cela signifiait garder Chloé en sécurité. Ils avaient perdu ce pari de manière catastrophique, et je n'avais aucun regret à encaisser mes gains. Chloé a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras forts autour de ma taille. C'est le meilleur anniversaire de tous les temps, maman. Je suis si contente, ma chérie. Je l'ai embrassée sur le dessus de la tête, respirant l'odeur de son shampoing, infiniment reconnaissante pour chaque moment que j'avais avec elle. Certains pourraient appeler ce que j'ai fait à ma famille de la vengeance. Moi, j'appelais ça la justice. Ils avaient essayé de voler l'avenir de ma fille, et je m'étais assuré qu'ils paient pour cette tentative avec leurs propres avenirs. Un échange équitable, à mon avis. Et si le prix de la vie et du bonheur de Chloé était la destruction complète de personnes qui s'étaient révélées capables de choisir une maison plutôt que la survie d'un enfant, alors c'était un prix que je paierais encore et encore sans hésitation.